Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre du cours Calcul des tassements d'un sol compressible à partir de l'essai eudométrique. On aborde aujourd'hui l'approche expérimentale basée sur l'essai eudométrique. On considère pour cela une couche de sol compressible saturé, une argile par exemple, entourée de deux couches pulvérulentes et drainantes comme du sable. On va fonder un bâtiment sur cette couche d'argile. La construction de ce bâtiment va induire un incrément de contrainte uniforme delta sigma. On se fixe deux objectifs principaux dans cette capsule. Tout d'abord, on va décrire la démarche expérimentale largement utilisée en mécanique des sols qui permet la description du comportement mécanique des sols. On abordera en particulier l'essai de laboratoire qui permet de caractériser la déformabilité et de mesurer les tassements. Le deuxième objectif est de bien comprendre le principe de contrainte effective de Terzaki. Considérons toujours donc cette couche d'argile compressible sur laquelle un bâtiment est fondé. L'approche expérimentale consiste à prélever un échantillon de sol intact et de le tester au laboratoire. Il s'agit de le soumettre à des contraintes croissantes et à mesurer les déformations induites. On obtient ainsi une courbe contrainte-déformation, delta H en fonction de sigma. Cette courbe est obtenue à partir de l'essai eudométrique qu'on va présenter dans un moment. La démarche expérimentale consiste ensuite à extrapoler le résultat obtenu au laboratoire pour estimer le tassement de la couche d'argile in situ. La construction du modèle expérimental est basée sur un certain nombre d'hypothèses. Tout d'abord, on suppose que la couche d'argile est saturée, c'est-à-dire que tous les vides entre les grains sont remplis par de l'eau. On suppose que les grains solides sont incompressibles, c'est-à-dire que la déformation d'un grain isolé est négligeable par rapport à la déformation de l'ensemble ou du squelette granulaire. Troisièmement, on suppose que la déformation latérale est négligeable par rapport à la déformation verticale. On s'intéressera au tassement qui est dû à l'expulsion de l'eau, c'est-à-dire au tassement de consolidation primaire. L'essai eudométrique est un essai normalisé qui a été conçu de façon à respecter l'ensemble de ces hypothèses. On considère une bague métallique rigide. On place l'échantillon de sol à l'intérieur de cette bague de façon à éviter les déformations latérales. On place deux pierres poreuses de part et d'autre de l'échantillon pour permettre l'écoulement de l'eau et la consolidation de l'échantillon. Le tout est placé dans un réservoir. On place au-dessus un système de transmission de charge et un comparateur sensible au centième de millimètre pour mesurer les tassements sur un chemin de chargement et les gonflements sur un chemin de déchargement. On remplit le réservoir d'eau de façon à assurer l'hypothèse de saturation de l'échantillon. En fonction du système de transmission de charge, on distingue les eudomètres à chargement frontal et les eudomètres pneumatiques qui permettent de transmettre la charge à partir d'une pression d'air. On applique un premier palier de chargement à l'échantillon. On laisse la pression interstitielle se dissiper et l'échantillon se consolider. Une fois que la déformation s'est stabilisée, on note le tassement final de ce palier de chargement. On va doubler ensuite la charge et ainsi de suite jusqu'à la fin de la phase de chargement. La stabilisation nécessite en général une durée moyenne de 24 heures. On continue donc à charger jusqu'à un niveau maximal qui dépend de l'ouvrage projeté et du niveau de contrainte induit par l'ouvrage. Ensuite, on amorce la phase de décharge pour obtenir à la fin une courbe tassement en fonction de la contrainte. Le mécanisme de tassement peut être interprété à partir d'un modèle analogique constitué d'un réservoir d'eau et d'un ressort qui représente le squelette granulaire. Au début, à robinet fermé, on applique une charge P. Si la section du réservoir c'est S, la contrainte transmise est égale à P sur S.
Prenons comme exemple P sur S égale à 100. Puisque le robinet est fermé, l'eau ne peut pas s'écouler et toute la contrainte P sur S est reprise par l'eau. Le manomètre va indiquer 100 kPa. Aucune contrainte n'est transmise au ressort qui, par conséquent, ne subit aucune déformation. Si le robinet est ouvert, l'eau peut s'écouler et la pression interstitielle peut se dissiper. Lorsque le manomètre de pression indique 60 kPa, la différence 100 moins 60 qui est 40 kPa sera transmise au squelette granulaire qui subit par conséquent une déformation. À la fin, lorsque toute la pression s'est dissipée, le manomètre indique 0. La pression de l'eau est nulle. Toute la contrainte P sur S appliquée extérieurement a été transmise au ressort. Cela correspond à la fin d'un palier de chargement dans l'essai oedométrique. Dans un échantillon de sol, il se passe exactement la même chose. Dans une phase intermédiaire d'un palier de chargement, la contrainte P sur S appliquée extérieurement, une partie de cette contrainte est reprise par l'eau qui se met en pression, la pression U. La différence P sur S moins U sera, elle, transmise au squelette granulaire. Cette différence P sur S moins U est appelée sigma prime. C'est ce qu'on appelle la contrainte effective. Le principe de contrainte effective de Terzaghi postule que ce sont les variations de contrainte effective sigma prime qui gouvernent le comportement mécanique d'un sol. Autrement dit, les déformations ainsi que les variations de résistance au cisaillement sont dues aux variations de contrainte effective et non pas aux variations de contrainte totale. C'est ainsi qu'au début, lorsque le robinet était fermé, le sol n'a subi aucune déformation. Parce que la contrainte externe était P sur S, cette contrainte était entièrement reprise par l'eau, donc la pression U était égale aussi à P sur S, et la contrainte effective était égale à 0. À la fin du palier d'un chargement, toute la contrainte externe est transmise au squelette granulaire qui subit par conséquent son tassement maximum. Ainsi, on devra toujours représenter les courbes de compressibilité en fonction de la contrainte effective responsable de la déformation et non pas en fonction de la contrainte totale. La mécanique des sols se base sur une approche essentiellement expérimentale. La caractérisation du comportement mécanique in situ passe par une reconnaissance du sol, un prélèvement d'échantillons intacts pour des mesures au laboratoire qui permettent donc de caractériser ce comportement mécanique. La démarche se termine par la détermination de paramètres mécaniques qui permettent d'extrapoler le comportement observé au laboratoire pour caractériser le comportement in situ. L'essai oedométrique permet de caractériser la compressibilité du sol et de déterminer ainsi le tassement d'une couche d'argile compressible. Le principe de contrainte effective de Terzaghi est un principe fondamental en mécanique des sols. Il postule que le comportement mécanique des sols est gouverné par la contrainte effective sigma prime qui est égale à sigma moins U. Ainsi, les déformations ainsi que les variations de résistance au cisaillement sont provoquées par les variations de la contrainte effective. Vous devez donc toujours représenter les courbes contrainte-déformation en fonction de la contrainte effective. Vous vous posez certainement la question maintenant, comment on exploite l'essai oedométrique pour déterminer les paramètres de compressibilité et pour calculer ainsi les tassements? C'est ce qu'on va voir dans une prochaine étape. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre patience.